Donc, mon rêve et celui duquel je vais un peu parler, c'est qu'on arrive en sciences humaines au même niveau que nous avons en astronomie. C'est-à-dire que nous pouvons accéder à chaque point de l'univers en même temps qu'aux galaxies, aux amas des galaxies, comme un astronome qui peut comparer des galaxies, mais qui en même moment peut toujours accéder à chaque point, à chaque étoile, dans certains modèles, à chaque planète déjà identifiée. Pour nous, pour ceux qui travaillent sur les manuscrits, cela dirait qu'on puisse accéder non seulement au texte, mais à chaque lettre, à chaque trait de chaque lettre, de chaque manuscrit, chaque objet inscrit qui existe sur cette planète, et peut-être aussi au texte numérique. Et qu'on puisse traiter la paléographie d'une façon un peu plus objectifiante, mais la mettre en contact, comme Jean-Baptiste l'a merveilleusement démontré ce matin, avec les études textuelles et les faire parler un avec l'autre tout le temps. Et de réaliser le fameux roue de texte de Patrick Zahle, qui nous oblige, nous, en sciences humaines, de créer des données brutes, bien formées, open source, et selon les standards internationaux, afin de pouvoir accéder à ces données des perspectives différentes. Si c'est un paléographe, de façon visuelle. Si c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire, la génétique des textes, ou si c'est quelqu'un qui est linguiste ou historien, d'utiliser les mêmes données brutes, de pouvoir les enrichir, mais aussi de faire ces requêtes. Ce que je vais présenter brièvement est le résultat interprimaire, je peux dire, hein, c'est pas facile à voir avec la jolie lumière méditerranéenne ici. Donc de 4 projets, l'un déjà fini, c'était Erabinica et l'ACME, où on a travaillé avec Jean-Baptiste aussi, et je pourrais mettre une vingtaine de noms sur la présentation parce que tout est extrêmement collectif. Donc dans Erabinica et l'ACME, on a travaillé sur la Mishnah, la base du Talmud, qui est un commentaire de la Mishnah. Et on a surtout travaillé là sur une édition en TUI, sur un outil de publication open source que vous pouvez utiliser, TI Publisher, qui permet de façon générique de créer des éditions critiques. Et le collègue le plus impliqué là, c'était mon collègue Chaim Lapin. Les 2 projets, Sofer Mahir et Tikkun Sofrim, qui travaillent sur la transcription automatique de manuscrits hébreux, mais aussi sur la notation linguistique et sur la mise en service de ces transcriptions par un service CTS-DTS lié au grand répertoire des manuscrits hébreux qui a été construit à Jérusalem, à la Bibliothèque nationale d'Israël, qui ont un projet gigantesque qui va de bibliothèque en bibliothèque au monde et numérise tous les manuscrits hébreux. Donc on a déjà une très grande quantité accessible là-bas et on veut que nos transcriptions soient pérennisées et utilisables directement, intégrées dans leur base de données via un service comme DTS. Et le 4e projet, le plus important, qui a été déjà mentionné par Jean-Baptiste, qui est un projet de PSL, notre commune, que va être détaillé encore plus par Peter plus tard, où nous construisons un VRE, un Virtual Research Environment, pour la transcription automatique, l'annotation profonde de manuscrits
et qui est co-dirigé par Peter et moi, mais où les vraies forces qui devraient être devant vous sont les ingénieurs Ben Kiesling en intelligence artificielle et vision d'ordinateur, et Robin Tissot et bientôt Hassan Garjem et notre collègue Marc Buis, qui est appelé eScriptorium et qui n'est pas la boîte commerciale anglaise eScriptorium.co.uk qui fait la même chose. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est la transcription, l'annotation automatique utilisant Kraken, qui a été déjà mentionné par Jean-Baptiste, l'annotation profonde via un archétype bêta, on peut dire, ou B, et un module de publication, plus ce que l'école de Chartres prépare sur la post-correction que vous a été déjà démontrée. Je n'ai pas d'accès à Internet, donc permettez-moi d'utiliser, j'espère que ça marchera, une petite vidéo qui démontre très rapidement comment ça fonctionne avec un modèle déjà entraîné. Donc, vous téléchargez, vous créez un document, vous le téléchargez ou de votre ordinateur ou via l'import d'un protocole IIIF, donc directement par la bibliothèque, en ne passant pas par votre machine qui est probablement plus faible. Vous lui dites de binariser, segmenter et transcrire. Et ça dépend encore un peu du manuscrit, mais si vous avez déjà un modèle entraîné, ça marche très bien. Là, à droite, vous pouvez voir que la qualité pour l'hébreu arrive facilement à 2-3% d'erreur. Ça dépend un peu de manuscrit. Si la binarisation est difficile, on peut aussi arriver à seulement 8% ou 9%. C'est des tâches qui sont encore à résoudre. Et voilà, est-ce que c'est le deuxième? Et la deuxième vidéo qui montre quelques astuces de notre ingénieur qui vous permet par exemple d'annoter n'importe quelle taille de fichier. S'il est portrait, s'il est paysage, si ce sont des très gros tableaux, si ce sont des très fins bois de bambou, tout est toujours jumelé. Donc, là, je vais vous présenter encore brièvement l'ancienne chaîne qui était basée sur des modèles qui présument des manuscrits relativement homogènes avec une mise en page qu'on appelle Manhattan. Ensuite, je vais vous présenter ce qui existera. J'avais l'espoir que ça existera aujourd'hui déjà, peut-être demain ou après-demain. Donc ici, c'est un algorithme qui s'appelle SeamCarve qui est capable de segmenter des lignes. Et à droite, vous voyez la transcription latine de ce manuscrit du Josephus Latinus qui arrive à un très bon résultat, meilleur que celui que vous pouvez arriver à avoir si vous utilisez Kraken comme il est maintenant en ligne, parce que Kraken, comme il est maintenant, prévoit des boîtes rectangulaires, et là, vous avez naturellement toujours du bruit de la ligne supérieure ou inférieure. Là, avec le SeamCarve, vous pouvez l'éviter beaucoup plus. Et pour l'hébreu, là, ça devient vraiment pas facile. Les meilleurs résultats étaient qu'on arrivait à 1,8%. Bon, le rouge, et ce sont les erreurs. Les signes orange, ce sont ceux qui ont été que l'ordinateur n'a pas vus. Ici, c'est peut-être un peu plus lisible, plus grand. Donc, vous voyez l'orange et le rouge, et surtout ici à la fin de la ligne où les lettres ne sont pas à la même hauteur que les autres, par exemple.
Et d'autres erreurs sont là où l'être humain aussi aurait des problèmes. L'ordinateur ne connaît pas l'hébreu. L'ordinateur a été entraîné que sur des informations visuelles, sur l'implication des modèles langage en travail en parallèle. Et comme Jean-Baptiste disait, que l'espacement n'est pas exactement toujours le même au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Troisième ligne, les dernières deux lettres à la fin. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est deux mots? Quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu aurait déjà des difficultés pour le savoir, et ainsi aussi l'ordinateur. Les confusions sont les mêmes qu'on trouve que parmi tous les scribes, donc entre les lettres qui sont visuellement semblables et qui sont fréquents. Donc, c'est comme entre, pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, donc je vais prendre des parallèles en latin. Donc, si vous avez deux i ou un n, ou un n et un i et un m, ou un u et un n, et ensuite, selon les écritures, d'autres possibilités, c'est le résultat de ne pas utiliser pour l'instant que les informations visuelles. Naturellement, l'ordinateur apprend tout petit peu un modèle langage parce que l'LSTM, le réseau de neurones qui est derrière, prend en compte la séquence des lettres, mais elle ne sait pas ni lematiser, ni arriver à une compréhension un peu plus profonde de la langue. Nous sommes capables de distinguer entre des lettres et, comme Jean-Baptiste l'a aussi mentionné, des allographes, si vous voulez. Donc, si une lettre a un point au-dessus pour signifier que c'est une abréviation ou non. On peut prévoir les accents en grec. Donc, la machine marche très bien sur le grec imprimé polytonique. Pour le manuscrit en grec, on ne l'a pas encore essayé, mais ça devrait marcher aussi. Ça demanderait seulement une quantité relativement conséquente de données de vérité de terrain pour l'entraînement, pour le grec. Donc, quelques exemples. Donc, par exemple, ici, dans le projet commun avec l'université de Haïfa, Moshe Lavi et Tzvika Kouflik, où on travaille sur des midrashim, sur des textes homilétiques et exégétiques de la deuxième moitié du premier millénaire de notre ère. Là, on a reçu, tout simplement, on a reçu une transcription d'un collègue d'une partie de ce manuscrit, et on a fabriqué la vérité de terrain dans 2 heures. Et on a pu transcrire tout le manuscrit en 4 heures, si vous voulez. Donc, avec le temps de calcul pour la machine, l'entraînement, et comme le manuscrit, il est dans une écriture qui n'est pas facile à ceux qui ne sont habitués qu'à lire les imprimés d'aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui lit les manuscrits sfarades du Moyen-Âge, c'est facile, extrêmement régulier. Donc, et pareil pour ce manuscrit de la bibliothèque de Parma, très peu de lignes, donc 600 lignes, donc 20 pages on a utilisé pour arriver à un résultat de moins que 3% d'erreur. Et on inclut dans la transcription donc certaines allographes, on inclut les ligatures les plus courantes, qui ne sont pas aussi courants comme en latin ou en grec. Mais on a tout à fait aussi certaines ligatures qui sont entraînées. Aussi le manuscrit qui est le premier qu'on a mis ensuite au public via une interface créée par Haïfa pour que le monde puisse le corriger. Et c'est une expérience dont je vais parler un tout petit peu plus tard. Ce manuscrit était beaucoup plus difficile parce que à la fin de la ligne, très souvent, l'encre était plus faible et donc la binarisation sur laquelle actuellement l'algorithme est encore basé, mais on espère de passer aussi au niveau de gris dans le futur pas trop lointain, avait plus de difficultés.
et aussi les lignes sont plus courbées. Donc j'avais parlé de la mise en page Manhattan, mais tous ceux qui travaillent sur les manuscrits savent naturellement, c'est très courant de travailler, d'avoir des manuscrits avec une mise en page régulière, avec des colonnes et les lignes, mais une bonne partie des manuscrits sont plus jolis. Jolis. Là, ce que j'appelle une mise en page talmudique avec un commentaire et un super commentaire. Là, il faut faire d'autres méthodes, appliquer d'autres méthodes que ceux que j'avais utilisés jusqu'à présent, qui étaient basés aussi sur la régularité du manuscrit, qui est présumé qu'une bonne partie de nos manuscrits sont réguliers. Et on peut tout simplement renforcer l'information d'une page à l'autre et regarder sur le manuscrit comme un médecin avec des yeux radio. Et on voit comme ça l'information visuelle de chaque colonne se renforcer et toutes les annotations marginales disparaissent. Et pour les manuscrits réguliers, ça marche merveilleusement. Et ensuite, les données pour l'entraînement, c'est toujours question-réponse, une paire entre, pour cette tâche, une information visuelle de laquelle on veut arriver à l'information textuelle. Donc, au milieu, une ligne nettoyée et ensuite des lignes bruitées afin d'augmenter la vérité du terrain, afin d'avoir plus de données sans devoir transcrire plus. Maintenant, tous ceux qui travaillent sur le latin, l'anglais, le monde est très beau, il y a plein d'outils. Pour tous ceux qui travaillent sur des langues avec des directions d'écriture un peu plus étranges, de droite à gauche, le monde est un enfer. Si vous essayez de travailler sur l'arabe avec oxygène, c'est le suicide. Pour l'hébreu, pareil. La seule solution, c'est de travailler ligne par ligne, d'annoter chaque partie de mot dès que vous essayez de segmenter, par exemple, des morphèmes d'un mot, parce que les balises vont toujours dans l'autre direction que l'écriture et ça devient complètement illisible et intraitable, surtout par les étudiants. Donc, Oxygène a maintenant aussi une version qui vous permet de travailler de droite à gauche, mais est incapable de traiter des textes qui sont plus longs que quelques pages. Donc, on a beaucoup utilisé Microsoft Word avec des styles et qu'on a converti ensuite en XMLT, qui marchait très bien. Mais on espère de pouvoir passer cette étape avec eScriptorium et l'annotation profonde dont Peter va parler un peu plus tard. Maintenant, on est arrivé au stade qu'on a un modèle généralisé pour l'hébreu, qu'on peut transcrire avec un résultat de 65-80% n'importe quel manuscrit, et aussi des manuscrits de la Geniza, donc aussi des manuscrits qui sont fragmentaires, qui sont très difficiles, qui ont des gros problèmes d'endommagement historique. On peut les identifier, si c'est un texte connu, on peut les identifier, même si le texte, l'OCR est très bruité, et on peut ensuite les aligner avec une transcription si on en a déjà une. Dans le passé, on avait utilisé Virtual Basic, mais là, on a des codes plus puissants. On avait notamment aussi joué un peu avec Passim, mais là, nous avons développé notre propre code. Et pour pouvoir attaquer des manuscrits avec une mise en page plus difficile, Ben a perfectionné ce qu'on appelle un baseline segmenter. Donc, pour trouver les lignes de base de chaque ligne, même s'ils sont courbés, même pour les manuscrits arabes, même pour n'importe quelle écriture. Donc, vous connaissez tous Transcribus, qui marche merveilleusement, mais qui marche mieux sur le latin.
Donc, notre système, dès le début, a été conçu pour travailler sur n'importe quelle écriture. Et chacun peut entraîner comme il veut, annoter ensuite et avoir des résultats. Donc, s'il travaille sur des Devanagari ou s'il travaille sur des manuscrits arabes qui ont très souvent des lignes extrêmement difficiles, je vais vous montrer quelques exemples dans 2 secondes. Je dirais, on en a parlé un tout petit peu de l'open source. Ce qui nous est crucial à fond, c'est l'open source. Donc, si vous travaillez sur Transcribus, vous travaillez pour une compagnie commerciale. Il faut le savoir que vous êtes en train de nourrir des réseaux de neurones qui sont à Rostock. Vous n'avez pas la possibilité de les exporter et de les modifier, de les utiliser sur vos propres machines. Là, Kraken et Scriptorium sont complètement open source, avec une licence ouverte. Vous pouvez même les prendre et en faire votre propre compagnie commerciale et essayer de commercialiser ce produit et le vendre. On ne sera pas tellement ravis, mais je pense que ce ne sera pas tellement facile non plus. Et on cherche d'autres équipes qui sont prêtes à s'investir et contribuer au développement de cet outil très performant et ouvert. Donc, là, vous voyez les résultats. Ça, c'est un manuscrit annoté par la machine, un manuscrit arabe avec une mise en page vraiment complexe. Et c'est l'ordinateur qui a détecté chaque ligne de base. Ce que j'espérais vous pouvoir montrer aujourd'hui, c'était aussi l'extension de ces lignes de base aux polygones qui autour de chaque ligne. C'est une question de quelques heures ou quelques jours. Peut-être demain, ça sera prêt. De toute façon, il faut le démontrer à Sydney dans 2 semaines. Et l'ordinateur, je vais vous présenter quelques exemples, là, est capable de détecter là, les lignes dans le bleu, vous voyez, dans des manuscrits avec une mise en page artistique. Là, vous voyez la mise en page talmudique. Il y a certainement des erreurs, mais l'ordinateur est capable d'arriver à des bons résultats. Et le modèle, les données d'entraînement sont, comme j'avais montré avant pour la transcription, de nouveau. Question, réponse. Question, c'est l'image du manuscrit. La réponse, je veux arriver à ce résultat-là. Et ça, vous pouvez préparer avec n'importe quel outil facile, Photoshop, GIMP. Et nous avons aussi notre propre outil au sein de Scriptorium. Et avec quelques centaines d'images, une image, ça peut prendre 5 minutes d'annoter une telle image. Donc là, vous voyez les lignes au sein d'un manuscrit illuminé, enluminé, très complexe. L'ordinateur n'a pas de problème de le retrouver. Ici, un manuscrit hébreu. Ce qui n'a pas encore trouvé, c'est les lettrines un peu plus grandes, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore eu assez de données d'entraînement pour ce phénomène spécifique. Mais l'ordinateur distingue très bien entre images et lignes et trouve, même dans ce médaillon, et même en dessus du médaillon, donc il a raté un mot, mais il a trouvé l'autre, là en haut. Donc là, c'est la solution qui nous permettra de transcrire tous les manuscrits. Maintenant, sur le crowdsourcing, donc c'est un projet franco-israélien avec l'Université de Haïfa et la Bibliothèque nationale d'Israël qui a commencé l'été dernier, c'est-à-dire l'été 2018. Un projet très court pour nous de 1 an et demi. Et il y a 2 buts. L'un, c'est quand vous avez un taux de réussite, un taux d'erreur de 2%, pour un manuscrit avec 1 million de caractères, il y a 20 000 erreurs.
20 000 erreurs qu'il faut corriger. Donc, un des buts, c'est d'utiliser le pouvoir, les capacités du grand public de corriger ces erreurs. L'autre but est pédagogique, de rapprocher le public au manuscrit. Nous avons, donc, nos amis à Haïfa, ils ont construit cette interface que vous pouvez accéder là, en ce moment, si vous avez de l'Internet, contrairement à moi, et faire quelques lignes. Si vous connaissez l'hébreu, il y a une interface en français, en anglais, en hébreu, et il vous permet donc de... Vous recevez une image du manuscrit entier, et ensuite chaque ligne avec la transcription automatique, et ensuite on recueille normalement 5 transcriptions pour chaque ligne de transcripteurs différents, et ensuite on utilise tout simplement Collat-X, que vous connaissez probablement, un outil d'alignement de textes différents, pour construire un texte commun qui, et ça je peux vous montrer tout de suite, a très peu d'erreurs. L'utilisateur en même temps peut apprendre quelque chose sur le manuscrit. Donc pour chaque manuscrit, nous établissons une liste des phénomènes scribaux typiques. Donc quel type de ligature est-ce qu'on peut trouver, quel type d'abréviation on peut trouver, comment il faut annoter cela ou ceci. On peut réutiliser une bonne partie pour chaque manuscrit, d'un manuscrit à l'autre, mais il y a toujours aussi des choses qui sont spécifiques. Et il y a aussi une table avec toutes les formes des lettres pour ce manuscrit spécifique. Là, ce sont des données qui datent déjà un peu, donc c'est presque 6 mois. Donc on avait quelques centaines d'utilisateurs, et comme toujours dans les projets du crowdsourcing, il y a quelques peu qui font le gros du travail, et la majorité fait quelques lignes. Donc, on avait quand même 40 000 lignes validées. Et il faut s'imaginer, le grand public en France se lançant en corrigeant des transcriptions automatiques des manuscrits médiévaux français, et arriver à 40 000 lignes, je pense que c'est spécifique en Israël un peu, parce que d'abord l'écriture est plus proche à ce qui existait, et ensuite le public religieux est plus proche aux textes médiévaux que les publics largement déchristianisés en France. On peut ensuite faire des études intéressantes sur le comportement. Donc on voit très bien là où on a eu des publications dans les journaux, qu'il y a des pics. On peut très bien voir là en rouge où on a eu des problèmes de l'interface. On peut très bien voir qu'on travaille avec une communauté qui est plutôt religieuse, parce que le Shabbat ne travaille pas, tandis que chez nous, ici, ça serait plutôt le week-end que durant la semaine. Ensuite, et voici une reconstruction complètement automatique qui prend en compte donc 5 transcriptions par mot, c'est au niveau de mots par Collat-X, et il y a une seule erreur sur toute une page, donc 1 promille d'erreur au niveau de lettres. Donc on peut tout à fait arriver à une très bonne transcription qui dépasse la capacité d'un étudiant, d'un masterand, d'un doctorant français. Si un doctorant israélien qui vit cette langue, c'est autre chose, mais on peut arriver à des transcriptions d'excellente qualité. Et on travaille maintenant sur une interaction plus nuancée avec le public. Donc, il n'y a pas toutes les lignes qu'il faut saisir 5 fois. Il y a des lignes qui sont faciles. Il faut distinguer entre les lignes qui sont faciles et les lignes qui sont difficiles. Les lignes qui sont difficiles sont notamment ceux où il y a des interventions scribales plus tardives. Donc, quelqu'un a corrigé quelque chose, quelqu'un a effacé quelque chose, ajouté quelque chose. Est-ce que le public a bien compris comment il faut utiliser quel type de parenthèse? C'est par exemple quelque chose qui est plus difficile à savoir.
Et on veut travailler aussi sur quelques antissements, quelques bonus, disons. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est TI Publisher, qui n'est pas un autre outil à nous, qui existait déjà avant notre projet, mais c'est un projet open source d'une boîte commerciale, mais open source. Donc vous pouvez l'utiliser et il est adaptable très rapidement à votre projet de publication. Et vous permet de façon assez conséquente, je dirais aussi, de présenter les données que vous avez. Ce que nous avons ajouté, c'est ce que j'appelle la panélisation. Si vous connaissez l'édition des lettres Van Gogh, vous comprenez rapidement de quoi je parle. Je vais les présenter tout de suite. Et je vous propose d'utiliser ce modèle d'interaction avec des outils existants pour vos projets. Donc, nous avons mis une certaine somme dans un projet qui existait déjà, qui appartient à une boîte, mais qui est ouvert de pouvoir utiliser par tout le monde. Nous avons payé un peu plus que nous aurions payé si nous ayons utilisé pour avoir un produit spécifiquement que pour nous. Parce que créer un outil qui est générique est naturellement un peu plus coûteux. Mais maintenant, tout le monde peut en profiter des ajouts que nous avons faits. Et nous, maintenant, il y a une nouvelle version, il y a d'autres projets qui ont fait pareil, pouvant profiter de leurs astuces nouvellement créées. La boîte s'appelle Exist, et ils sont toujours sur les colloques TI, et c'est bien connu. Donc, vous pouvez, et la panélisation, c'est que l'utilisateur peut choisir combien de colonnes, combien de panels il veut visualiser selon l'espace sur son écran. 1, 2, 3, 4, 5, si vous avez un écran gigantesque. Et par exemple, le texte avec donc la transcription avec une traduction, vous pouvez la mettre avec le facsimile. Vous pouvez ajouter des données linguistiques si vous en avez. Donc ici, on peut cliquer sur un mot et avoir l'information morphologique et lexicale. L'image du manuscrit, naturellement. Vous avez la possibilité d'accéder au texte ou par la structure du manuscrit, donc folio par folio, ou par la structure du texte canonique, donc un peu comme chapitre-verset selon vos textes chez vous. Et on a aussi l'affichage jumelé pour montrer, donc vous êtes avec votre souris sur un passage de la transcription et la traduction correspondante est surlignée ou le contraire pour plus facilement vous réparer. Vous pouvez afficher le texte selon le manuscrit, donc ligne par ligne, ou selon la structure du texte canonique, donc verset par verset. Et vous pouvez choisir entre des traductions différentes. Et il y a aussi un couplage entre les zones sur le manuscrit et les zones dans la transcription. Donc, si vous survolez les lignes du manuscrit, il y a une petite boîte rouge qui vous montre la ligne précise sur le manuscrit.